les agrumes s'élèvent aujourd'hui à 1300 mètres cubes d'agrumes, soit le 2% du PIB du Congo. Donc le bois aussi, ça contribue efficacement dans l'exploitation, dans l'économie congolaise. Après le bois, il y a la potasse dans le Kwilu, avec à peu près 1,2 million de tonnes de potasse. Après la potasse, il y a le fer au niveau du Zanaga. Il y a le fer, il y a le cuivre, il y a l'uranium, il y a le diamant. Tout ça, parce que vous savez aujourd'hui, les mines représentent beaucoup de choses aujourd'hui dans l'économie congolaise. Bien qu'on ne le dise pas, mais vous savez qu'aujourd'hui, on délivre souvent les permis d'exploitation minier, mais quand il s'agit de faire les comptes de l'État, on ne tient pas compte de l'argent des mines. Et l'excédent budgétaire aujourd'hui vient de l'exploitation des mines. C'est ce que les Congolais ne savent pas. Et c'est ce que le gouvernement aussi ne dit pas à la population aussi. Parce que les gens pensent que l'excédent budgétaire vient seulement du pétrole, de l'exploitation pétrolière. Non, ça vient des mines. Parce que c'est un secteur vraiment en plein développement au Congo. Il y a beaucoup de prospection, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent et l'exploitation des mines a déjà commencé. Mais au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, on nous dit que l'exploitation des mines n'a pas encore commencé. Donc ce sont des secteurs vraiment qui comptent énormément dans l'économie congolaise. Et je n'oublierai pas l'agriculture. Il y a aussi l'agriculture aussi. C'est vrai que l'agriculture, bon, on a 12 millions d'hectares de terres arables, seulement 2% qui sont exploités. Mais je vous apprends que le gouvernement congolais est en train de vendre des terres aux sociétés étrangères. Il y a eu des Sud-Africains qui ont acheté des terres. Il y a aussi des Indiens aussi qui ont acheté des terres aussi. Et beaucoup, il y a aussi des Brésiliens, etc. Donc, l'agriculture aussi, de même, devons compter avec l'agriculture. Et vous savez qu'il y a une culture que nous, on néglige souvent, c'est la canne à sucre. Le Congo exporte 70 000 tonnes de canne à sucre par an. Mais moi, je pense que non, il manque un peu de l'ambition au niveau de notre gouvernement. Vu les terres que nous avons, je pense que nous pouvons augmenter, même tripler la production de la canne à sucre. Parce que ça nous rapporte aussi. C'est quelque chose aussi qui rapporte dans l'économie congolaise. Il y a aussi l'énergie, dans le domaine énergétique aussi, il y a eu l'exploitation de, la mise en, l'exploitation comment est-ce qu'on appelle, d'Imboulou aussi, les centrales électriques d'Imboulou. Ça aussi, ça contribue aussi efficacement dans l'économie du pays, bien que les retombées au niveau des populations ne se font pas voir, parce que le réseau électrique est très défectueux aussi, mais l'exploitation des énergies renouvelables aussi, que l'État aussi doit aussi y penser aussi. Donc voilà un peu en bref les ressources du Congo. Maintenant la question nous est posée, mais quelle politique de gestion des matières premières pour le bien-être des populations du Congo? En faisant mes recherches, j'ai pensé que non, le seul modèle qui peut aujourd'hui aider le Congo à bien gérer ses ressources, ses matières premières, c'est le modèle norvégien. C'est le meilleur au monde, parce que j'ai essayé de voir, j'ai essayé de comparer, et je trouve que non, le Congo doit adopter le modèle norvégien, parce que c'est le modèle idéal. D'ailleurs, le Ghana l'a adopté aussi. C'est Kofi Annan qui avait demandé aux Norvégiens, aux experts norvégiens, d'aller aider les Ghanéens, parce qu'au niveau du Ghana, le Ghana a découvert le pétrole, c'est devenu un pays producteur de pétrole, et ils ont tiré les conclusions, les leçons de ce qui se passe au Congo, au Gabon et en Angola, un peu partout, la mauvaise gestion de la rente pétrolière. C'est pour cela que les Ghanéens ont adopté aussi le modèle norvégien. Et pour le Congo aussi, si nous voulons être demain un grand pays producteur de pétrole ou un pays où il fait bon vivre, je pense que non, le modèle norvégien, c'est le modèle idéal. Pourquoi? Parce que, en fait, premièrement, au niveau du modèle norvégien, c'est d'abord un consensus politique. C'est ça l'avantage du modèle norvégien, c'est un consensus politique. C'est-à-dire tous les partis politiques norvégiens, un jour, ils ont pris la décision de s'asseoir, de discuter sur la question du pétrole. Parce que le pétrole, c'est la première ressource économique de la Norvège. Le pétrole contribue à 90%
de l'économie norvégienne. Donc les politiques norvégiens, un jour, ils se sont assis, ils ont dit, bon, comment est-ce que nous allons faire pour gérer le pétrole? Et ils ont créé ce qu'ils appellent un fonds souverain norvégien. Le fonds souverain norvégien, c'est le deuxième fonds souverain le plus important du monde, après celui du Qatar. Donc, aujourd'hui, le problème de la gestion du pétrole en Norvège ne pose aucun problème. Peu importe le parti politique qui gagne les élections législatives, parce que n'oublions pas que c'est un royaume, peu importe le parti politique qui gagne les élections législatives en Norvège, il n'y a pas de problème. Celui qui arrive au pouvoir, il trouve le fonds, il gère le pétrole. Mais l'avantage de la Norvège, c'est que les Norvégiens ont investi beaucoup plus dans les retraites. Ils ont assuré les retraites de 4 générations. Et c'est ce que nous, on ne fera pas au Congo. C'est vrai que non. Là où nous pouvons peut-être copier du modèle norvégien, c'est ce consensus-là. Parce qu'aujourd'hui, personne au Congo ne sait comment est gérée la manne pétrolière. Personne ne le sait. Ni les parlementaires, ni les politiciens. Aujourd'hui, personne ne sait où va l'argent du pétrole du Congo. Même toutes les réalisations que nous avons aujourd'hui au Congo, ça ne vient pas de l'argent du pétrole. Ce sont des prêts concessionnels chinois. Ça, on le sait tous. Donc vous voyez donc aujourd'hui, ça pose problème. Le problème du pétrole pose énormément de problèmes au niveau du Congo. Et aujourd'hui, les gens se battent au Congo à cause de cette manne pétrolière-là. Mais l'avantage du modèle norvégien, c'est ça, c'est ce consensus-là. Et c'est ce que nous aussi, nous devons adopter, ce consensus-là. Vous savez que pour ceux qui suivent les informations de l'actualité du Congo, tout récemment au Conseil de ministres, le gouvernement congolais a décidé de créer un fonds de souverain. Mais la seule différence, c'est que nous proposons ce qui est différent de ce qu'eux ils proposent, c'est que on ne sait pas qui va piloter ça. On nous parle d'un conseil d'administration, mais nous ne voulons pas que le fonds souverain congolais ressemble au fonds souverain angolais. Parce que vous savez que l'Angola a un fonds souverain de 5 000 milliards de dollars, mais c'est géré par le fils cadet de Dos Santos, du président angolais. C'est géré par son fils. Et nous ne voulons pas que